Il y a eu une explosion, boum! Et j'ai vu, pas juste un camarade ou un soldat, mais mon meilleur ami se faire déchirer en deux. Il a commencé à se diviser comme un jeune bouleau. Ce soldat russe a perdu son meilleur ami pendant un assaut. Mais voici la surprise, tous deux combattaient pour l'Ukraine, contre leurs anciens compatriotes. Ça paraît fou, et pourtant ce n'est même pas rare. Des dizaines de volontaires russes se battent aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine. Certains d'entre eux, d'anciens mercenaires du groupe Wagner et des combattants de l'unité Storm Z. C'était la petite ligne en bas de leur ancien contrat russe. Quand tu signes le contrat, tout est clair. La désertion, l'exécution, le refus d'obéir aux ordres, l'exécution, le pillage, l'exécution, l'alcool ou la drogue, l'exécution. S'ils se font attraper, le meilleur scénario, un procès spectacle en Russie. Le pire, une balle silencieuse de la part du FSB. Alors, qu'est-ce qui les pousse à tout risquer pour combattre l'armée de Poutine? Considérons la question dans cette vidéo. Le corps des volontaires russes est apparu pour la première fois sur le champ de bataille ukrainien en 2022. Ce sont des Russes qui ont choisi de combattre le régime de Poutine, non pas avec des mots mais avec des fusils. La plupart d'entre eux, des civils qui sont devenus les soldats d'assaut. Ils ont suivi un entraînement et ont pris en main l'une des missions les plus difficiles de l'armée, prendre d'assaut des tranchées et nettoyer des bâtiments. Aujourd'hui, ils combattent aux côtés des forces armées ukrainiennes sur les zones les plus chaudes du front. Nous ne sommes pas nombreux. On a un premier peloton d'assaut, un deuxième peloton d'assaut et l'équipe de drones. Une mission vient, on la réalise. Le premier peloton part, le deuxième suit et on avance ensemble. Cliquez sur « J'aime ». Ça nous aide à partager encore plus de témoignages directs des soldats qui tiennent la ligne en ce moment même. Être un soldat d'assaut, cela signifie être le premier à engager dans la bataille, n'importe où elle commence. C'est le combat au corps à corps, le nettoyage de tranchées, les combats urbains. Il n'y a qu'une seule règle, avancer jusqu'à ce qu'il ne reste aucun ennemi. Dans le corps des volontaires russes, RVC, il y a une seule règle, ne jamais dire non. Celui qui le fait ne reste pas dans le RVC. C'est ça que j'aime ici. Pendant ce temps, le Kremlin affirme que le corps des volontaires russes n'est qu'une fantaisie TikTok inventée pour la propagande ukrainienne. Mais soyons honnêtes, ce ne sont que des paroles en l'air qui se heurtent à la réalité des faits. Prenez ce gars-là, nom de code Kant. Il était cuisinier à Belgorod. Aujourd'hui, il prend d'assaut des positions russes pour l'Ukraine. En ce moment, il se remet de graves blessures après une opération de combat. Et pour être clair, il a déjà participé à 27 missions avec le corps des volontaires russes. À l'époque, j'ai dit que j'avais fait 27 missions, mais en réalité, ce chiffre était faux. Je ne comprenais pas bien la différence entre simplement sortir en mission et une véritable opération d'assaut. Donc en fait, c'est 18. Parmi celles-là, on a libéré plusieurs villages. L'un d'eux était une ville. Celle-là aussi figure à mon actif. Pendant sa première mission de combat, Kaan et son groupe sont tombés dans une embuscade russe. Ils avançaient en colonne, des blindés militaires mélangés à des pick-up civils, quand, soudainement, tout a explosé autour d'eux. Je regarde dans le rétroviseur et je vois ce Mitsubishi Pajero derrière nous. Boum! Une mine explose juste sous ses roues arrière. Le véhicule s'envole de côté, fait un salto arrière et retombe sur ses pneus. J'ai vu toute la scène comme dans un film américain. Ensuite était le chaos, des tirs partout. Il était presque impossible de distinguer qui était qui. Des balles et des éclats d'obus déchirent l'air au-dessus de leur tête. Kaan est sorti de la zone de combat indemne, mais pas tout le monde avait cette chance. Certains de ses frères d'armes ont été tués immédiatement. Un fantassin a à peine survécu. Tous les occupants du véhicule ont été tués, sauf un gars. Il était sur le point de monter quand la mine a explosé. Ses jambes ont été jetées d'un côté, le reste de son corps de l'autre. Mais d'une manière ou d'une autre, il a survécu. La prochaine attaque à laquelle Kant a participé s'est passée bien mieux. En nettoyant un village, il est tombé soudainement sur un groupe d'assaut d'élite russe, complètement désorienté et qui est tombé directement dans son champ de vision. Du coin de l'œil, je vois une escouade de 8 ou 9 Russes marcher le long de la rive. En fait, ils étaient 9. Ils étaient en tenue complète, camo, peau de grenouille. Des ceintures à grenades croisées sur la poitrine, des AK-12, des AK-TK. Beaucoup d'équipements. Je les repère, eux me repèrent, et ils se jettent à terre. Les chances n'étaient clairement pas en sa faveur. Alors Khan tenta une autre tactique, le jeu psychologique. Tandis qu'il se dissimulait dans le fourré, il se mit à crier des commandes. Je suis tombé au sol, cramponné à mon fusil comme à la vie. Je tremblais littéralement. Et j'ai crié « Bande d'enfoirés, rendez-vous ! C'est fini, on est trop nombreux. Vous n'avez aucune chance, c'est terminé. » Et là, allongé par terre, je me dis « Et maintenant quoi ?» Mais les mots creux n'aident pas sur le champ de bataille. Alors Kant a décidé de soutenir son bluff.
avec des balles. Il se mit à tirer vers les endroits où il pensait que les Russes étaient cachés. Et il visait juste. J'ai décidé d'agir. Je me suis roulé sur le côté, j'ai tiré en position allongée, en visant les endroits où moi-même je me serais caché. Puis je les entends crier. Alors je vide tout le chargeur dans cette direction. Après j'entends « On se rend, arrête de tirer ». Le résultat, une réserve d'armes fraîches comme trophée pour le RVC, y compris des AK et des pistolets, qui sont maintenant utilisés contre les forces russes. Mais ne nous leurrons pas, ce genre d'issue est loin d'être la norme. Dans des opérations offensives comme celle-ci, la reddition est l'exception, pas la règle. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous appréciez ce genre d'histoire. Cela montrera à YouTube que notre contenu mérite d'être partagé et ça nous aide à grandir. Un combattant avec le nom de guerre Mogila et son peloton de volontaires russes perçaient les défenses russes au sud de l'Ukraine. L'armée de Poutine y avait érigé 3 lignes fortifiées. Chaque mètre était une bataille et les combats ressemblaient à l'enfer. L'assaut commence. Alors que les gars avancent, il y avait juste un essaim de drones FPV. J'ai jamais vu un truc pareil. Il y avait une vingtaine. Ils volent partout et explosent juste à côté de toi. Un tel déluge de feu a entraîné de lourdes pertes parmi les volontaires russes. Certains ne sont jamais revenus. On était 8 dans le groupe. Tout le monde a été touché. Des 300, sauf moi. L'un de nous a été tué. Ouais, il était mort. C'est lui qui a sauté le premier dans la tranchée. Et cela ne s'est pas arrêté là. Un autre soldat a été touché et grièvement blessé. Sa vie ne tenait qu'à un fil. À la dernière seconde, il a réussi à transmettre sa position par radio, mais avec un petit problème. Je pensais que cela n'arrivait que dans les films. Le gars est à la radio en train de crier « Putain, je crève, venez me chercher, je me vide de mon sang, je vais perdre connaissance, je suis ici. » Les gars sont partis le chercher, mais en fait, il était dans un autre lieu. Son équipe a essayé de le rejoindre, mais c'était trop tard. Il ne répondait plus à la radio, on ne l'a retrouvé que le lendemain. En fait, en se repliant, il avait pris un autre itinéraire. Il avait utilisé un véhicule détruit comme point de repère, sauf qu'il y en avait un autre, identique, juste derrière la lisière des arbres. Pendant cette mission, les combattants des troupes d'assaut du RDK ont également été confrontés pour la première fois à des munitions au phosphore. Leur utilisation est interdite par la Convention de Genève. Ces munitions peuvent causer des blessures non seulement par des éclats directs, mais aussi provoquer des brûlures et endommager les poumons en inhalant les vapeurs. Tout le monde a été touché, pas d'eau, rien du tout. On était sous bombardement d'artillerie. J'ai été touché par du phosphore pour la première fois. Mais le pire, voir ses camarades blessés avoir désespérément besoin d'évacuation, en sachant qu'il n'y a aucun moyen de les sortir. Le terrain était complètement ouvert et le feu ennemi incessant. Chaque véhicule devenait une cible mouvante. Être à l'intérieur, c'était comme s'asseoir sur un baril de poudre, avec une allumette allumée. Je contacte le commandement à la radio. Nous avons un homme grièvement blessé. Nous avons besoin d'une évacuation en urgence. Mais il y a un problème. Entre nous et le véhicule, il y a 1,5 km de terrain où il ne peut pas passer à cause des mines anti-chars et des missiles guidés. Malgré toutes les difficultés, les soldats d'assaut du RDK n'ont jamais abandonné leurs armes. Ils ont continué à se battre, même si chaque mission ressemblait à un aller simple. C'est comme marcher directement vers la mort. Il y a 99% de chances que tu ne reviennes pas. L'une des missions les plus difficiles a eu lieu lorsque les troupes du RDK ont aidé les forces armées ukrainiennes à tenir les flancs près d'Avdiivka. Elles couvraient la retraite des forces principales sous le feu. Les Russes tentaient d'encercler les brigades ukrainiennes et ils ne ménageaient ni les munitions ni les effectifs. Nous avions pour ordre d'éliminer l'ennemi et de prendre des positions près de la coquerie. Je suis descendu le premier du Bradley. Nous avons avancé le long des voies ferrées. Un combattant avec le nom de guerre Ivar couvrait ses camarades avec une mitrailleuse. Sa mission était de supprimer le feu russe pour permettre à l'équipe d'assaut d'atteindre les tranchées et de prendre le contrôle sans rencontrer de forte résistance. J'étais le deuxième mitrailleur. Nous avons pris position et commencé à couvrir l'entrée du premier groupe dans les tranchées. Nous avons ouvert le feu sur les positions russes. Puis le pilonnage de mortier a commencé. En réponse, les Russes ont lancé une attaque au mortier. Il ne manquait pas de munitions et ont pilonné la zone sans relâche. Un obus est tombé près de ma jambe gauche. L'explosion m'a jeté en l'air. J'ai commencé à crier que j'étais un 300. Je me suis mis un garrot. J'avais mal aigu à ma jambe gauche. Pour sauver la vie d'Ivar, ses camarades ont commencé à le traîner hors de la zone rouge. Mais ce n'était pas facile. Les mortiers, déjà installés à l'avance, continuaient de frapper tout autour. Et chacun d'eux aurait pu être la prochaine victime. Ils m'ont traîné à travers la boue. J'ai essayé de ramper aussi, 5 mètres jusqu'au Bradley.
Puis je me suis effondré, face contre terre, complètement épuisé. Les bombardements sont devenus si intenses que les explosions se rapprochaient à chaque pas. Dans ces moments-là, même la proximité d'un autre soldat devient mortelle. Il faut garder ses distances pour éviter qu'un seul obus ne frappe plusieurs personnes à la fois. L'infanterie a donc dû se replier et tenter de contenir les forces russes qui pouvaient avancer dans le secteur. Les gars se sont enfoncés plus loin dans la lisière des arbres, loin du véhicule, parce que le bombardement ne s'arrêtait pas. Ils ont crié « Ivar, il te reste 5 mètres à ramper ». Je crois que je suis resté là, allongé, pendant 15 secondes pour retrouver mes esprits. Puis le tireur a crié « Allez Ivar, tu peux le faire ». Je me suis mis à 4 pattes et j'ai rampé jusqu'au véhicule. Par pure volonté et grâce à un entraînement rigoureux, Ivar a su garder son sang-froid et a survécu en première ligne. Au sein du corps des volontaires russes, toutes les recrues suivent une formation initiale dispensée par des soldats d'assaut ayant eux-mêmes connu le combat. Pendant ce temps, certaines unités de l'armée de Poutine sont entraînées selon des manuels qui semblent de tout droit sortis d'un film de Rambo. Et ceux qui l'ont vécu disent que ce n'est pas une blague. Voici comment un ancien combattant de Wagner se souvient de son entraînement. Vous êtes assis en cours sur le travail de sapeur ou la navigation. Soudain, une grenade vole par la fenêtre. Si vous ne réagissez pas à temps, tant pis, vous êtes à un 300. C'est à ça que ressemblait notre entraînement. Certaines recrues ne supportaient pas la pression physique et mentale et tentaient de s'échapper des camps d'entraînement. Mais elles n'avaient aucune idée de la punition brutale qui les attendait si elles étaient capturées. Des gens essayaient de s'enfuir pendant l'entraînement, mais à quoi bon? Les civils aidaient à les traquer. En quelques heures, ces gars étaient déjà ligotés dans un hangar, complètement battus. Ensuite, ils étaient emmenés et liquidés. Après la mutinerie manquée du chef de Wagner, la Russie a dissous l'armée privée composée de mercenaires et d'anciens détenus. À sa place, le ministère de la Défense a créé une nouvelle unité, la Storm Z, entièrement contrôlée par le Kremlin. Et si vous pensiez que leur entraînement serait meilleur, écoutez simplement ce qu'un ancien fantassin a observé. Lors de l'arrêt soudain, le système de mise à feu automatique du char a été activé. Par défaut, il est réglé sur le tir. Le char s'arrête donc, tire un obus, et celui-ci frappe juste devant lui, tuant 4 officiers de haut rang. C'est comme ça. Pourquoi est-ce arrivé? La réponse est évidente. Une combinaison de flagornerie, de négligence et de normes insuffisantes. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Au lieu d'enquêter et de punir les responsables, les Russes ont fait ce qu'ils font le mieux. Ils ont étouffé l'affaire. Et, franchement, ils l'ont fait d'une manière très originale. Ce char a été coulé dans une rivière le lendemain. Les gars qui ont tiré le coup ont essayé de masquer leurs traces en jetant littéralement le char dans l'eau. Et c'est tout. En seulement 2 jours, Storm Z a perdu un T-72 et 4 officiers de haut rang. En ce qui concerne le leadership, Storm Z n'est pas très différente de Wagner. La peur et la brutalité sont leurs outils privilégiés pour maintenir la discipline. Honnêtement, les punitions dans Storm Z sont assez créatives. Des tirs dans les oreilles, des coups de bâton, des jets dans les fosses, c'est ce qu'ils m'ont fait aussi. Ce gars a quitté son unité sans permission pour aller voir ses parents. Dans une armée occidentale, il aurait eu une sanction disciplinaire. Mais en Russie, c'est une toute autre histoire. Ses commandants lui ont donné une leçon qu'il n'oubliera pas. Ils nous ont jetés dans une fosse, sous la pluie, sans nourriture, sans vêtements, sans tout. C'est tout. Pensez-vous vraiment qu'un soldat remplira efficacement sa mission après une telle formation? Ouais, nous en doutons aussi. Dans l'unité Storm Z, on recrute d'anciens prisonniers russes. Leur priorité, ce n'est pas de se battre pour la Russie, mais de sortir de prison. Leur plan, suivre l'entraînement, être envoyé au front, puis quitter les positions dès les premiers jours pour s'échapper. Le problème, c'est que c'est difficile de fuir quand les balles sifflent au-dessus de ta tête. Au front, de 100 à 120 personnes ont été tuées en seulement 8 heures. Je l'ai vu de mes propres yeux. 20 gars arrivent, l'ennemi ouvre le feu, ils paniquent et se dispersent. Certains ont littéralement couru dans des champs de mines. Wagner, ce n'était guère mieux. Au début, les commandants disaient aux détenus qu'ils resteraient à l'arrière. En réalité, ils les envoyaient directement dans des assauts suicidaires. Toute hésitation était suivie d'un choix simple, obéir aux ordres ou mourir. On n'était que de la chair à canon. On n'avait pas le droit de reculer, parce qu'en cas de refus d'exécuter un ordre, t'étais un 0. Tu reculais, t'étais un 0. 0, ça voulait dire qu'on te tuait. Un gars a commencé à poser des questions. Alors ils l'ont envoyé au front et il a simplement pris une balle. Ces tactiques ne datent pas d'hier. Elles remontent directement à la Seconde Guerre mondiale. Quand le front soviétique s'effondrait sous l'offensive allemande, les officiers de Staline avaient ordre de tenir la ligne à tout prix.
Cela incluait même des exécutions publiques de déserteurs pour donner l'exemple. 80 ans plus tard, rien n'a changé. Même armée, même méthode. У нас было два дезертира, которые... 2 déserteurs ont refusé d'obéir à un ordre. L'un d'eux est revenu à la base, a creusé sa propre tombe, puis ils l'ont exécuté. Voilà la motivation moderne dans l'armée russe, l'argent et la peur. Mais ça ne fonctionne pas avec le corps des volontaires russes. Ces gars-là sont guidés par toute autre chose, des idées et des convictions. Идеалисты, которые понимают, что Ce sont des idéalistes. Ils ne sont pas là pour l'argent, les papiers, ou pour chercher des sensations dans un tourisme de guerre. Ils sont venus pour combattre, pour s'opposer à tout ce qui vient de l'Est. Ils ne se battent pas seulement pour défendre l'Ukraine, mais pour ramener la guerre en Russie. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de récupérer des terres ukrainiennes, c'est aussi de libérer leur propre patrie. Ils croient que la seule langue que le Kremlin comprend n'est pas celle des négociations de paix, c'est celle des tirs automatiques d'un Kalachnikov. Украину, за свободу Украины. Avant tout, le corps des volontaires russes se bat pour la liberté de l'Ukraine. C'est notre mission. Première étape, l'objectif est une victoire ukrainienne, selon les termes de l'Ukraine. Mais pour beaucoup de ces volontaires, la guerre ne s'arrête pas au front. Leur mission suivante est la justice. Retrouver et traduire en justice chacun qui est responsable de crimes de guerre. Хотели, чтобы в дальнейшем запустился. Nous voulons voir une véritable justice, des tribunaux, des réparations et la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette guerre du côté russe. L'objectif ultime du corps des volontaires russes n'est pas militaire, il est politique. Ils veulent changer l'ensemble du système en Russie, car si rien ne change, si la même machine autoritaire reste au pouvoir, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre guerre n'éclate. Со стороны Российской Федерации. L'étape suivante, c'est le démantèlement du régime russe actuel. Complètement, une purge totale, une déconstruction intégrale du système. Aux côtés des volontaires russes, d'autres nationalités combattent aussi pour l'Ukraine. De qui aimeriez-vous entendre parler? Partagez vos idées en commentaire et nous choisirons les plus aimés pour notre prochaine histoire.